Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S405 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 avril 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Ronnie Student de la boutique Images Photo Lyon Numérique pour vous proposer les meilleurs kits photos vidéos à vous offrir cet été. Alors avant de commencer, il est important d'éclaircir un point. Ronnie, je suis allé voir sur ipln.fr et j'ai remarqué que beaucoup de produits n'étaient pas en stock, particulièrement les grosses nouveautés de l'année dernière. Par exemple, pas de Nikon Z9, pas de Sony Alpha 7 IV, pas de Sony A7S III, pas de Canon EOS R3, pas de Canon EOS R6, pas de Lumix GH5 II, pas de GH6. Ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement IPLN, mais bien tous les réseaux de revendeurs spécialisés ou non. Nous nous sommes entretenus avec Lilian Rodriguez, le directeur du réseau Fox, partenaire historique du podcast. Il nous fait un point sur l'état des lieux de la situation, nous explique les causes de cette pénurie et nous donne des perspectives sur les mois à venir. On l'écoute. C'est vrai qu'on observe depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, depuis 2021, une pénurie inédite au niveau des boîtiers et des optiques. Là, à ce stade, au mois d'avril, on a toujours une pénurie importante. Les raisons de cette pénurie, ce que nous disent les constructeurs, les industriels, c'est que c'est d'abord une pénurie de semi-conducteurs. Il y a deux éléments. Il y a une demande très forte au niveau des semi-conducteurs. Il y a aussi des usines qui sont reconfinées. Ça, on le sait pas trop en France, mais dernièrement, Shenzhen a été reconfiné pendant quasiment un mois. Donc, ça influe sur les composants. Et puis après, on sait qu'on a aussi le jeu des filiales européennes qui vont envoyer des produits plus dans un pays que dans un autre parce que le pays est en retard, etc., etc. Donc, on a du mal à avoir des produits, que ce soit chez Canon, Nikon, Sony, plus sur les boîtiers, un peu moins sur les optiques. Mais malheureusement, si on vend pas de boîtiers, on vend moins d'optiques, forcément. On constate que, évidemment, ces pénuries touchent en premier lieu les nouveautés. Même si on a l'habitude, quand il y a une sortie produit, on sait que la production ne suit pas la demande automatiquement, mais jamais à ces niveaux-là. Malheureusement, ces pénuries touchent tous les segments. On peut même voir que on n'a quasiment pas de produits APS-C. Donc tout l'entrée de gamme, hybride ou réflexe, aujourd'hui il y a très peu de produits. Alors évidemment, le Z9 ou le EOS R3, les boîtiers pro de Nikon et Canon sont très touchés, mais ça touche le Z6, le Z7, le R5, le R6, ou chez Sony l'Alpha 7 IV ou l'Alpha 7C. En ce moment, on a même du mal à avoir de l'Alpha 7 III, donc parce que c'est un produit qui continue à avoir une belle vie commerciale. Voilà, ça touche tous les segments du marché. Les seuls qui s'en sortent un petit peu plus, un peu mieux en ce moment, c'est Panasonic et OM System, avec les belles sorties du GH6 et de l'OM1. Mais c'est pas, il faut commander. Voilà, si j'ai un conseil à donner aux consommateurs, c'est qu'il faut vraiment aller dans un magasin et faire une réservation. Aujourd'hui, on peut pas avoir un boîtier comme ça. Ronnie, est-ce que tu as des éléments de compréhension à ajouter à ce qu'a dit Lilian ? Alors déjà, merci beaucoup de remuer le couteau dans la plaie et de me faire la liste de tous les produits que j'ai pas sur le site internet et en magasin. Tu énumérais, j'étais en train de pleurer. Oui, mais est-ce qu'il y en a que tu as, par exemple le R5C, je sais pas. R5C, on a commencé à en avoir, mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Lilian. Son analyse pour le coup sur la pénurie est excellente. Tout ce qu'il a dit comme étant les causes, évidemment, c'est ça. On peut peut-être y ajouter une problématique liée au transport, c'est-à-dire que les coûts de fret aérien, on le sait, ont été multipliés de façon exponentielle. On parle à certains moments de 800% d'augmentation, ce qui fait donc que au lieu d'envoyer les produits par avion, ils sont passés par bateau. Alors en soi déjà intrinsèquement c'est plus long, mais on a connu l'année dernière, il y a quelques mois, le canal de Suez qui a été bloqué. Ouais. Donc schématiquement c'est comme s'il y avait un énorme embouteillage, comme on peut le voir sur la 6 ou la 7 pendant les vacances. Et puis ensuite une fois que ça arrive au port, quand tu as une quantité de conteneurs qui est multipliée par 10, 20, 50, j'en sais rien, ça prend plus de temps à décharger. Donc on a aussi cette chose-là qui a fait augmenter clairement les délais. Mais
effectivement, tout le reste est réel. Et effectivement, je ne vais que dans le sens aussi de ce que vient de dire Lilian, à savoir la précommande. Alors, ça fait un peu cliché, ça fait un peu le commerçant qui pousse un peu pour récupérer un acompte, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la réalité. Et j'explique à mes clients, en tout cas, j'essaye d'expliquer à mes clients au mieux qu'actuellement, ce qui est compliqué, c'est pas tellement de vendre des produits, mais c'est de les acheter et de réussir à en avoir. Et pour ceux qui vont réaliser des précommandes, est-ce qu'il y a une visibilité, un tant soit peu, par exemple pour ceux qui veulent partir cet été? Alors, si tu veux, je répondrais que ça dépend beaucoup des produits. Il y en a certains sur lesquels on commence à avoir des idées, des précisions. Tu vois, par exemple, le Nikon Z9, on en parlait tout à l'heure. C'est un produit qui est assez compliqué à avoir, mais on arrive à un petit peu deviner ce qu'il en est. Tu en as d'autres. On va parler de l'Alpha 7 IV, qui est peut-être celui chez tout le monde aujourd'hui qui a la plus grosse ligne de reliquat. Là, pour le coup, on est incapable de le savoir. Je dirais qu'en notre opposition, on est un gros faiseur de boîtiers Sony. On a beaucoup d'Alpha 7 IV en précommande, on a beaucoup d'attentes clients. Et c'est vrai que je suis aujourd'hui incapable de donner une réponse. Donc, simple chose, c'est que nous, on a pris un parti, c'est d'être dans la transparence. C'est-à-dire qu'en gros, si je ne sais pas, je dis je sais pas. Si je pense de mon ressenti qu'il y en a pour 2 mois ou 3 mois, je dis qu'il y en a pour 2 mois ou 3 mois. Ce qui n'est pas forcément la stratégie que d'autres ont pris, voilà, Amazon ou pour citer que ou autres, qui te mettent une date 15 jours, mais qui la décalent de 15 jours tous les 15 jours. Voilà, attention à ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut, malgré toutes les informations qu'on a la chance d'avoir, être fiable à ce sujet. Ouais, c'est ça, moi j'ai vu passer une information, j'imagine que tu connais le magasin Yodobachi Camera à Japon, au Tokyo, où là pour le coup sur le Z9 ils annoncent une livraison à partir de janvier 2023. Donc ça paraît vraiment complètement dingue, mais du coup Ronnie, l'arrivée de Nikon et de Canon avec des boîtiers pro, le R3, le Z9, des boîtiers qui sont pas dispo, ils font comment les pros en fait du coup? Eh ben, il faut comment les pros, c'est pas simple. Il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Encore une fois, alors je redis, aujourd'hui ces boîtiers-là se dirigent vers des pros, mais pas que. Et c'est vrai que pro comme pas pro, aujourd'hui il faut s'armer de patience. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, le Z9 a été officiellement annoncé au mois de novembre l'année dernière, eh bien, nous on a fait le forcing quand je dis le forcing, je m'entends, mais auprès de nos clients, on a conseillé de dire, ok, vous savez pas, vous savez machin. Si ça vous intéresse, si vous pensez qu'il y a 80% de chances que vous l'achetiez, mettez-vous sur une liste de réservation. Et grâce à ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu l'avoir dans un délai plus court que d'autres. Après, il faut s'armer de patience. Là, on commence à avoir un petit peu de rotation, mais vraiment, c'est minime. Quand on reçoit 1, 2, 3 boîtiers, on est déjà content et on n'en sait pas plus pour l'instant, clairement. Oui, Ronnie, tu dis s'armer de patience parce qu'on est aussi comme toi et on est comme les gens qui nous écoutent. On est tous passionnés, on aime ce qui sort, on est sur une nouvelle technologie. On en oublierait presque qu'on peut faire déjà avec ce qui existe. Mais il y a quand même 2-3 choses qui sont plutôt valables. Lilian citait l'Alpha 7 III chez Sony. Toi, tu parles beaucoup de Sony aussi. Du coup, tu refais des stocks d'A7 III, tu essaies d'en avoir? On a essayé d'anticiper, c'est-à-dire que voilà, nos échanges avec les fabricants, et aujourd'hui c'est vrai que leur position à eux, enfin je fais une toute petite aparté, mais elle est pas facile non plus, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils ont des revendeurs comme nous qui leur tirent et essayent de leur tirer les verres du nez de savoir quand ça arrive, parce que nous en face on a des clients qui nous demandent, sans mentir, je pense qu'on reçoit entre 10 et 15 demandes par jour, que ce soit par email, par notre chat en ligne ou par Instagram ou par téléphone, de quand serez-vous livré des Alpha 7 IV. Donc, je te laisse mesurer ça à l'échelle nationale. C'est énorme. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, eux sont dans une situation où ils nous en disent ce qu'ils peuvent. Mais pour te répondre, bien sûr, l'Alpha 7 III, on a essayé de refaire un peu de stock il y a quelques semaines en arrière pour tenter de répondre à des demandes, parce que c'est vrai que aujourd'hui, je vais pas dire la première question qu'on pose quand on nous demande de comparer un appareil, mais presque, c'est est-ce que c'est pour maintenant ou c'est pour plus tard? Parce que si tu peux pas donner la même réponse et le même conseil, non pas que tu vas dire qu'un tel est mieux qu'un tel, mais à un moment donné, si le gars, et on en parlait, il a besoin de travailler, de démarrer demain ou après-demain une activité, je peux lui dire que l'A7 IV ou le Z9 sont les meilleurs produits du marché, il pourra pas travailler avec, donc c'est juste pas possible. Et puis l'Alpha 7 III est vraiment une super machine qui a encore beaucoup à donner. Là, on a pas mal parlé des boîtiers. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, Ronnie, sur côté optique? Est-ce que c'est la même problématique ou pas? Alors,
c'est un peu moins tendu, à quelques exceptions près, et c'est vrai que c'est plus périodique. C'est-à-dire que on a eu des moments, et il y en a encore, où certaines optiques Canon RF par exemple sont très difficilement disponibles. Je vais citer le 28-70 f2, le 51.2 par exemple. Ça c'est très compliqué. Je parle même pas des téléobjectifs 428 et 604 qui arrivent vraiment à la pièce, presque à la pièce. Chez Nikon, le 100-400, dernièrement sorti, est encore un peu difficile à avoir. Ça arrive vraiment au compte-gouttes. Et chez Sony, après un début un peu difficile, le 51.2, par exemple, G-Master commence à aller un peu mieux. Le 70-200 GM2, qui lui est arrivé un peu mieux, là, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, on est en permanence à jongler. Et là, on cite les grandes marques référentes, Sony, Canon, Nikon, etc. Est-ce que c'est valable aussi pour tous les autres acteurs? On a parlé de Laowa dans le Flash Actu, Samyang, etc. Aujourd'hui, je vais déjà me concentrer sur, enfin, si tu veux, sur les deux fabricants tiers, entre guillemets, les plus réputés, Sigma Tamron, voilà. Chez Tamron, par exemple, aujourd'hui, le 35-150 en monture Sony et le 18-300 en monture Fuji font partie des deux produits qui sont aussi parmi les lignes de reliquat les plus importantes. Tamron a publié un mail. Bien sûr. Ils ont fait une communication officielle autour de la pénurie du 30. Ça me semble être complètement et naturel et bienveillant. Aujourd'hui, nous, on le fait, comme je l'explique, mais c'est vrai qu'avec notre étiquette de revendeur, parfois, les gens peuvent penser peut-être que on exagère, qu'on pousse pour essayer de récupérer des acomptes, ou que on le pense parfois. On le fait exprès. Non, mais j'ai eu des échanges avec un client qui me demande une réflexion, je sais plus sur quel produit, et donc ma première réponse c'est de lui dire oui, c'est très bien, mais attention, actuellement avec la pénurie, c'est difficile de. Et là, le gars il m'interrompt immédiatement en me disant non mais attendez, ne commencez pas avec cette pénurie, c'est organisé, c'est fait exprès, c'est machin. Le complot. Exactement. Si tu veux, j'avais l'impression d'être dans un truc où on était en plein dedans. Et c'est vrai que c'est désarçonnant parce que toi, tu sais au fond de toi, et comme j'ai dit, je lui dis, est-ce que vous pourriez me donner juste un seul argument pour lequel nous ou les fabricants, on ferait en sorte de pas avoir de matériel pour pas le vendre? Un seul, j'en veux pas deux, j'en veux qu'un. Effectivement, il y en a pas. Parce qu'à un moment donné, si eux, ils fabriquent pas d'optique et que nous, on les vend pas, personne fait du chiffre et il y a de la frustration. Donc, je vois pas où est l'intérêt. Chez Sigma, on voit qu'on a un tout petit retard, mais voilà, qui devrait se libérer sur les nouvelles focales, les petits iSeries qu'ils ont sortis en monture Fuji X. Voilà, très légèrement décalé. Après, chez 16, Samyang, 30 et 56, ouais. Voilà, c'est la première fois qu'ils sortent des optiques en monture exactement. Fuji X. Le 30 est arrivé le week-end dernier, en quelques pièces. Et normalement, fin de semaine, début de semaine prochaine, on devrait avoir le 16 et le 56. Après, chez Samyang ou Laowa, c'est dépendant. Tu vois, le 24 Pro Lens, par exemple, Laowa, qui est une optique qu'on vend quand même régulièrement, il y a des moments où, et là c'est le cas, en certaines montures c'est compliqué. Chez Samyang, le 135 1.8 en monture Sony AF, qui a connu un franc succès là, à son démarrage, a été très fluide au départ, comme souvent, parce que tu vois, ces optiques-là, les gens ils attendent un peu d'avoir des tests. Et c'est vrai que nous, quand on voit une optique comme ça, on prend un peu un pari. Hein. On se dit, bah tiens, le 135, ouais, c'est cool, le prix est bien, il a l'air top. Ok, on s'engage, donc on monte une petite quantité et on voit. Et c'est vrai que voilà, quand ça marche bien, on a la chance d'en avoir. C'est sûr que la première fois que tu vois le 24 mm probe de Laowa, tu te poses quand même des questions. Hein, pour les auditeurs qui le connaissent pas, c'est l'espèce de micro canon qui est en fait étanche et qui est une optique macro fantastique, hein, qu'on peut mettre dans des verres d'eau, on peut faire des plans incroyables. Alors, Ronnie, aujourd'hui, donc les gens, ils peuvent décider d'acheter leur matos photo, donc soit en boutique spécialisée avec des magasins physiques dans les centres-villes, en ligne, que ça soit via les sites de ces mêmes boutiques spécialisées ou de boutiques plus généralistes, ou dans les grandes enseignes, comme par exemple la Fnac. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi qui fait la force des magasins spécialisés en 2022 ? Alors, c'est toujours un large sujet, pardon, et là, le but, c'est un petit peu de se vendre tout en étant le plus objectif possible. Donc, et tu n'as pas 2 heures. Voilà, et je vais essayer d'être concis, effectivement. Non, en résumé, je dirais qu'aujourd'hui, l'approche du magasin physique, c'est de pouvoir avoir le contact, le conseil, l'expertise,
les renseignements, la possibilité de manipuler. C'est-à-dire que clairement, moi je le dis souvent sans aucun tabou à mes clients, demain tu veux acheter un Alpha 7 III, on va revenir dessus, que tu l'achètes à la Fnac, chez nous ou sur Amazon, ton produit est le même. Tu feras pas des meilleures ou des moins bonnes images avec. En revanche, effectivement, c'est tout l'environnement autour. Quand tu as une question avant la vente, quand tu as une question après la vente sur la manipulation, eh bien, le fait d'avoir un spécialiste en face de toi qui va savoir de quoi tu parles, qui va te donner la réponse en manipulant ton boîtier dans le menu, etc., eh ben, la vraie plus-value, elle est là. Après, on a aussi une autre chose, c'est que pendant des années, il y a eu des écarts de prix forts à des moments entre les magasins et les sites internet et parfois même avec les grandes surfaces spécialisées. C'est vrai qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, normalement, tout est à peu près harmonisé, et notamment sur les nouveautés. Donc, c'est vrai que l'argument prix aujourd'hui ne peut plus être réellement valable. La dernière chose, c'est la disponibilité. Alors, c'est un petit peu un petit peu le sujet dont on parlait avant, et c'est compliqué en ce moment, mais c'est sûr que voilà, tu viens, le spécialiste, tu as eu ton renseignement, tu es content, le boîtier il est là, tu peux repartir avec tout de suite, et tu as la petite prise en main qui va avec. C'est comme quand tu vas acheter une voiture, tu t'assois dedans, le mec il te dit ce bouton c'est ça, vous le paramétrez comme ça, vous réglez votre siège comme ci. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, et de proposer l'écosystème autour. Donc on peut te montrer une carte, un filtre, une sacoche, de la lumière, du son. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ça le premier argument que tu dirais aux gens qui attendent confortablement chez eux, qui en 3 clics se font livrer par le diable Amazon et qui peuvent retourner leurs produits alors qu'ils l'ont trituré dans tous les sens en se faisant rembourser? Alors, je te dirais que, tu vois, par exemple, tu dis, alors j'ai bien en rigolo bien entendu, mais le diable Amazon, mais aujourd'hui, on est en 2022. On peut plus donner cet argument du diable Amazon comme on pouvait le donner il y a 15 ans. Alors, tu vois, on dit le diable, ça me fait une analogie avec ce qu'on entend depuis 2 jours concernant la politique, t'en parlais tout à l'heure. Mais ce discours de dire le diable, c'est fini. Aujourd'hui, Amazon, c'est une mécanique qui marche super bien. Pour certaines personnes qui, malheureusement, n'ont pas de magasin à côté de leur centre-ville, parce que tu parlais, tu vas te déplacer, mais tu es dans une ville où tu es à 100, 200 bornes d'un magasin, c'est pas facile non plus. Donc, effectivement, il faut trouver des solutions. La vente en ligne en est une. Alors, c'est pour ça que dans notre cas personnel, on a décidé depuis maintenant 1 an et qu'on continue à mettre en place de travailler sur le double canal avec un leitmotiv très important parce que pour nous, ce qui compte le plus, c'est le service. Donc, notre ambition avec IPLN, c'est de mettre sur Internet le service magasin. C'est-à-dire que celui qui est installé devant chez lui, qui de toute façon va commander sur Internet, eh ben, à ce moment-là, il faut que cette personne, on réussisse à lui donner envie de passer par nous plutôt qu'Amazon. Mais là encore, c'est pas juste on veut. Non, il faut donner des arguments. Et c'est vrai que parmi les arguments qu'on propose, je parlais du service, on a un chat en ligne où nous répondons nous-mêmes personnellement, pas 24/24, mais presque en tout cas. Moi, j'ai le sentiment que la France est un pays où il y a un maillage de magasins spécialisés, peu importe le réseau, qui est très développé. Est-ce que c'est le cas? Où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres pays en Europe? Alors, à ma connaissance, on est un peu une exception, comme souvent en France. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas en Allemagne, tu as des gros groupes comme Mediamart ou autres qui sont aujourd'hui des leaders. Quand tu vas, tout ce qui est Benelux, c'est pareil. En Angleterre également, le réseau de distribution tel qu'on le connaît en France, avec des centaines de magasins de tailles diverses et variées, je crois pas qu'il y ait d'équivalence. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il y en a pas. Après, chacun va avoir sa spécificité. C'est là où, en tant que, entre guillemets, aujourd'hui, porte-parole, comme tu m'as invité, des magasins spécialistes, c'est aussi difficile parce qu'il y a de toutes les tailles. Et un magasin comme nous, multispécialiste, toute marque, qui peut faire du haut de gamme, évidemment, ne va pas avoir forcément les mêmes attentes ou les mêmes besoins qu'un plus petit magasin de quartier qui va aussi proposer des services plus de proximité, comme du développement, de la photo d'identité, du mariage, des cadres, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que il n'y a pas un seul type de hyper spécialiste, c'est que tu as plein de types différents. Alors, mpb.com, qui sponsorise cette émission, il a lancé un concept de boutique en ligne spécialisée dans l'occasion certifiée, avec reprise qui cartonne, avec un stock impressionnant et d'une simplicité d'utilisation absolument redoutable. L'occasion, Ronnie, pour vous, c'est un créneau stratégique ? Effectivement. Alors, je fais une petite aparté là-dessus. Tu m'excuses, c'est très rapide. On a aussi, nous, sur notre site internet, désolé, je suis obligé. C'est bon, il n'y a pas de souci. On propose quelque chose qui est
proche, on va pas dire semblable, mais qui est proche à ce qu'aujourd'hui MPB propose. Simplement, c'est 100% français, c'est-à-dire que on a un onglet sur notre site internet qui s'appelle Back IPLN, qui va permettre aux gens en quelques clics d'avoir une estimation de reprise pour leur matériel. Donc, ils vont sélectionner la référence du produit. Il y a quelques questions sur le nombre de déclenchements pour les boîtiers, la présence des accessoires, l'état. On met quelques photos et on a une estimation qui peut être de 2 biais, un bon d'achat valable sur le site IPLN ou un paiement direct sur le site. Ça, c'est les 2 possibilités. Et ensuite, on envoie une étiquette, on récupère le produit. Et à ce moment-là, nous, l'ambition, encore une fois, parce que malheureusement, parfois, on peut pas toujours, mais l'ambition qu'on a, c'est qu'entre le moment où la demande est faite sur Back IPLN et où le bon d'achat ou le paiement est fait, on veut qu'il se passe maximum 72 heures ouvrées. Voilà, ça c'est l'ambition. Maintenant, pour répondre à l'occasion, bien sûr que c'est stratégique. La pénurie de produits neufs implique aussi, et peut-être encore plus, le fait d'être présent sur l'occasion, puisque ça peut être une réponse à certains, qu'elle soit temporaire, qu'elle soit permanente. Pour des primo-accédants, par exemple, c'est vrai que Lilian le disait tout à l'heure, sur les APS-C, que ce soit en réflexe ou en hybride, c'est aujourd'hui quasi impossible d'avoir des produits. Et c'est vrai que quelqu'un qui veut se lancer et qui n'a pas 1 000 € de budget, quelle autre solution a-t-on aujourd'hui que de lui proposer un produit d'occasion? Personnellement, j'en vois pas. Tout à l'heure, on parlait des mises à jour de firmware. Est-ce que c'est bon pour le business finalement, ces mises à jour? Est-ce que c'est bien pour l'utilisateur? Ça fait vivre continuellement d'autres produits. Peut-être qu'en ce moment, c'est encore plus valable que jamais. Mais finalement, est-ce que c'est bon quand tu es vendeur de matos? Effectivement, c'est important et pour moi, c'est même en fait un argument. C'est-à-dire que sur l'Alpha 7 III, par exemple, qui est en gamme depuis 4 ans à peu près, ou 3 ans, quand quelqu'un... 2018. Voilà, 2018, donc on a 4 ans. Quand quelqu'un me donne le contre-argument de dire oui, mais aujourd'hui vous voulez me vendre un Alpha 7 III, il a 4 ans. Je rétorque que l'Alpha 7 III d'il y a 4 ans et l'Alpha 7 III d'aujourd'hui n'est pas le même produit. Les évolutions technologiques qui ont été mises sur le système autofocus par exemple, ou sur des corrections de bugs, eh bien, elles font que, effectivement, celui qui a acheté il y a 4 ans, il a une évolution et peut-être qu'il repousse l'achat de l'Alpha 7 IV, 7 R4, etc. C'est possible, évidemment. Par contre, c'est une sécurité de dire, lorsqu'il y a de la nouveauté, on n'est pas juste des vaches à lait, à l'instar d'une autre marque avec une pomme qui, à chaque fois, te fait pas forcément la mise à jour et t'oblige à changer le produit. Voilà. Diable aussi. Et jusque-là, j'en suis fan, donc je critiquerai pas. Mais dans l'idée, c'est ça. Et justement, quand tu vends un 7 III, tu dis, là, monsieur, regardez, chez Sony ou d'autres marques d'ailleurs, parce que c'est vrai pour beaucoup aujourd'hui, tout reste encore en gamme. Et donc, non, c'est une sécurité, c'est bien. Alors vis-à-vis de l'occasion, évidemment, par le contexte actuel, c'est une solution pour trouver des produits. Mais bon, on espère tous que ce contexte va un peu évoluer. C'est une manière pour les gens de pouvoir faire des économies, des bonnes affaires. Mais c'est aussi une espèce de tendance de fond, que ça soit en photo ou ailleurs, d'une consommation plus responsable. Est-ce que tu as ce genre de ressenti, ce genre d'argument en magasin, des gens qui veulent consommer responsable, donc consommer occasion? Tout à fait. Tout à fait, on a vu apparaître ça depuis quelques années, on va dire. C'est rentré vraiment dans les mœurs. Et c'est vrai que, j'en parlais tout à l'heure, notamment par exemple pour débuter, il est certain que tu as des gens qui viennent aujourd'hui en famille pour acheter un appareil pour un jeune qui va avoir 18 ans, etc. et qui disent, plutôt que de démarrer sur un truc tout neuf où on ne sait pas trop ce qu'il va aimer, ce qu'il va pas aimer déjà, l'occasion, ça donne une deuxième vie, ça permet de prendre en main, c'est responsable. Et bien sûr que c'est une caractéristique très importante. Et d'ailleurs, on en est où de l'obligation d'indiquer un indice de réparabilité sur le matériel photo? Est-ce que ça vous apporte une contrainte? Alors, nous, on l'intègre au niveau de nos reprises, c'est-à-dire que on est en lien avec les différentes marques qui nous mettent à jour régulièrement les produits qui sont plus réparables. Et en fait, nous, on est parti d'un principe, c'est qu'on donne un minima 6 mois de garantie sur les produits. Donc, lorsqu'on vient me proposer un produit que je sais qu'il n'est plus réparable, ou en tout cas qu'on a une indication très forte que la réparabilité va s'arrêter, on le prend pas. Voilà. On explique aux gens qu'on est obligé de donner 6 mois de garantie minimum et que s'il y a un problème, on se doit de respecter ce délai. Bon, vous le savez probablement, mais le salon de la photo est de retour après 2 ans d'absence et va revenir dans une nouvelle formule. Nous nous sommes entretenus avec Baudouin Prouvé, le président du salon. Il nous parle du nouveau concept de cet événement. On l'écoute. Le salon de la photo est de retour. Il se tiendra du 6 au 9 octobre. Donc des dates qui sont différentes, c'est un mois plus tôt que d'habitude. Et ça se passera à la Grande Halle de la Villette, donc un lieu prestigieux
et extrêmement riche à la fois architecturalement et au niveau de son environnement. Donc c'est un salon qu'on avait commencé à imaginer dès 2019, lors de la dernière édition du salon. On savait que le salon devait évoluer, ça faisait maintenant presque 15 ans que le salon de la photo avait été initié. Le salon de la photo, il y a 15 ans, on était à une époque où ce qui comptait avant tout à l'époque, c'était la nouveauté, parce qu'on était en plein démarrage de la photographie numérique, c'était la découverte d'une nouvelle technologie. Bon, au fil des ans, bien sûr, cette technologie s'est répandue, elle est maintenant connue, et donc on veut de plus en plus aller vers des opportunités, par contre, de rencontres, d'échanges et de pratiques. Alors, le salon appartient à la profession, donc aux grandes marques que tout le monde connaît, et c'est une décision collégiale qui a été prise de relancer le salon. Donc, la plupart des marques répondront présents lors de ce salon. Donc, on retrouvera les acteurs habituels. Il y aura, comme il y avait les années précédentes, l'opportunité d'acheter au village de vente avec des revendeurs qui seront là pour assurer la vente des produits que les gens pourront voir ou utiliser surtout pendant le salon. Et toute la facette, on va dire, culturelle, bien sûr, avec exposition, avec des conférences de grands acteurs de la photo. Donc tout ça, oui, c'est la recette de base est la même, mais très différenciée, notamment avec un focus qui sera mis sur la prise en main, sur l'expérience, sur la pratique. Pour résumer un peu ce qu'avait dit l'un de nous durant les réunions, on veut en faire un peu le plus grand studio de France, c'est-à-dire qu'il y aura un maximum d'opportunités de prise en main avant tout. Bon, bah, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, et puis ça a l'air un petit peu, c'est une excellente un petit nouvelle. peu excitant, là, ce plus grand studio photo de France. J'attends de voir, hein, quand même. Ronnie, les salons matos, ça a toujours la cote ou pas ? Je te dirais que on le verra cette année. Maintenant, les gens, oui, c'est sûr, ils aiment être au contact des marques, ils aiment être au contact du matériel, ils aiment prendre en main les produits. Alors, je te dirais que d'après ce que vient de dire Baudouin, et ça me fait plaisir de l'entendre, en tout cas, et dans la période de pénurie de produits, encore une fois, tu rentres dans un magasin, tu veux voir un Z9, tu veux voir un R3, tu veux voir une optique, tu veux voir un machin, il n'y a pas. Donc, si aujourd'hui, et je l'espère en tout cas, la garantie de ces marques-là, c'est aussi de dire, on va pouvoir vous le présenter et vous le faire toucher. Je pense que pour les consommateurs, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Après, la mise en pratique direct, ça peut intéresser certains. Je suis pas sûr à 100% que tous les types d'usages pourront être représentés, parce que celui qui va faire de l'animalier, par exemple, c'est difficile de mettre une mise en situation en studio. Mais en tout cas, c'est une très belle remise en question. C'est intéressant que ça revienne. C'est un événement qui est dynamique quoi qu'il arrive et qui me semble important pour la profession. Pourtant, on a aussi appris à faire sans. Finalement, il n'y avait pas les salons, donc du coup, on fait autrement. Il y a des journées portes ouvertes dans les magasins. Peut-être que vous en faites aussi. Ça rien de nouveau finalement de faire un studio comme ça dans un grand salon. J'en reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que pour des gens, c'est un événement. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent aller prendre le train, leur voiture, faire 3 heures de route et venir au salon de la photo, comme ils peuvent aller à Montyander par exemple, pour parler d'une autre grande réunion. Donc oui, bien sûr, on a fait ça. Maintenant, est-ce qu'il faut complètement arrêter à 100% parce qu'on a réussi à faire ça? Je sais pas. La proximité est intéressante. Maintenant, encore une fois, le fait d'avoir les exposants devant soi, c'est schématique, mais les gens, ils ont l'impression que lorsqu'ils vont sur le stand Canon, Nikon, Sony, Sigma, Tamron ou autre, qu'ils voient Monsieur Sony, Monsieur Sigma ou machin, ils vont avoir des réponses différentes, ils vont avoir une expertise, ils vont pouvoir se plaindre aussi plus facilement. Et d'ailleurs, on le voit en magasin quand on fait ce genre d'événement, le commercial ou le technicien qui est là, il sait que quand il vient, il va prendre la réflexion de mon boîtier, je suis parti l'année dernière, lorsque je m'en suis servi, comme ci, comme ça marchait pas, et pourquoi et comment. Voilà, c'est le jeu, et c'est bien aussi d'avoir ce côté direct. Ça me semble intéressant. Alors tu parles de côté direct justement, Ronnie. Vous, en tant que magasin spécialisé, vous avez pignon sur rue et vous êtes donc en contact direct avec les clients, les photographes qui vous posent tout un tas de questions. Est-ce que tu aurais des exemples de questions qui reviennent régulièrement, auxquelles on pourrait essayer d'apporter des réponses ici dans cette émission? Car je suis persuadé que certains de nos auditeurs doivent aussi certainement se les poser.
Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a des questions assez classiques, à savoir, par exemple, quelle est la différence, certains se la posent encore aujourd'hui, entre le réflexe et l'hybride. Pourquoi aujourd'hui l'hybride est en train ou a tué le réflexe? Pourquoi faire de la vidéo avec un appareil photo? Ah, tu évoquais les réflexes. Ronnie, est-ce que tu conseilles encore des systèmes réflexes à tes clients? C'est très délicat. Aujourd'hui, effectivement, j'aurais plutôt tendance à te répondre non. Non pas parce que techniquement ça serait pas bon, ou non pas parce que on va faire des moins bonnes photos, des choses comme ça. Mais c'est vrai que on essaye de réfléchir toujours à un conseil lié aussi à une certaine pérennité. C'est-à-dire que, encore une fois, pour un primo-accédant qui n'a pas d'appareil, aujourd'hui, conseiller un réflexe où le système, soit il est en train de s'arrêter définitivement, comme Nikon qui a retiré les entrées de gamme de son tarif il y a pas longtemps, où les optiques ne sortent plus, où les marques tierces ne continuent pas justement à produire des optiques, etc. C'est compliqué. Et puis, pour les gens un peu plus confirmés, en prendre un cas typique, quelqu'un qui a un D810 par exemple, qui veut faire évoluer son boîtier, tu as deux options. C'est soit tu conseilles un D850, soit tu conseilles un Z7 II. Est-ce que tu as un choix qui est meilleur que l'autre? Objectivement, en photo, les deux sont très très bons et après, il faut rentrer dans des détails. Par contre, effectivement, lorsque tu vas conseiller un D850, c'est dans le cas unique où tu as quelqu'un en face de toi qui est réfractaire, et ça existe, à l'hybride. Il y en a encore des réfractaires à la visée hybride, ouais. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et là-dessus, qu'est-ce que tu veux faire quoi? On est obligé aussi, encore une fois, de s'adapter. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais une seule réponse à une seule question. Et donc, dans ce cas-là, le D850, par exemple, ça reste un boîtier exceptionnel. Mais c'est vrai que si on a quelqu'un un peu plus ouvert, en tout cas, nous, on a pris le parti de spontanément toujours proposer l'option. Après, c'est le client qui doit mettre la barrière. C'est pas le vendeur qui doit dire c'est ça qu'il te faut et c'est pas ça, ou ça c'est pas bien, ou non, c'est le client. Si une fois l'œil dedans, il dit non, c'est réglé. Si par contre il dit ah ouais c'est sympa, c'est plus léger, ah ouais le fait de voir tout de suite la visée, la colorimétrie, l'exposition, tout ça, on embraye et on explique que financièrement parlant aussi, on parlait de revente, c'est sûr que tu achètes un 850 aujourd'hui et tu te dis que peut-être dans 4-5 ans tu vas réévoluer, ta dépréciation de par l'arrêt du système, elle sera énorme par rapport à une évolution plus traditionnelle. Voilà. Après, je disais la vidéo aussi avec les réflexes, avec les appareils, pardon, on a souvent cette question, pourquoi faire de la vidéo avec un appareil photo et non pas avec une caméra? Ça, c'est une question typique. Et la réponse, du coup? Alors, la T'achètes réponse, un drone. La réponse, effectivement, elle est assez claire. En tout cas, nous, on va là-dessus depuis plusieurs années maintenant. On a été parmi les premiers à conseiller à l'époque des GH1, et même d'ailleurs des 5D Mark II aussi. Et on remonte à une dizaine d'années pour les plus novices. Et on conseillait déjà de faire de la vidéo avec ces boîtiers-là. Alors, c'est sûr que c'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui, mais si tu compares les caméras, soit on va comparer des caméras un peu experts comme de la FX3, de la FX6, de la C70, où tu vas retrouver ce côté taille de capteur et rendu d'image, mais à un tarif pratiquement double par rapport, par exemple, à un Alpha 7 III. À côté de ça, tu as le système interchangeable, tu vas avoir la gestion de la profondeur de champ, toute la partie qualitative, et on le voit aujourd'hui sur des émissions de télé, même sur des choses simples, les interviews, les 50 minutes inside, les machins, on voit toujours qu'ils ont 1-2 boîtiers, souvent des hybrides ou des réflexes qui travaillent. Tiens, Ronnie, moi j'ai une question à te poser, toi qui es au contact des photographes. Est-ce qu'ils sont sensibles à la qualité photo que peut produire le smartphone qu'ils ont dans leur poche, ou absolument pas? Là encore, ça dépend. De nouveau, nous, on les sensibilise. C'est-à-dire que, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec Amazon, on est en 2022, on doit vivre avec les objets qui sont à notre disposition. Tout le monde a un smartphone dans sa poche. Tout le monde a un smartphone, pour la plupart, de bonne qualité photo dans sa poche. Et le smartphone, il a contribué à l'évolution du marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe peu, voire plus, de compacts à 300, 400 euros, comme on en vendait à l'appel il y a 10 ans. Ça, aujourd'hui, c'est remplacé effectivement par le smartphone. Et donc, quand quelqu'un vient acheter un appareil photo, c'est vrai que c'est pas la première question, mais pour un débutant, presque. Parce que de là, on va savoir déjà, est-ce que il cible ce genre de produit, auquel cas, moi, j'ai pas honte de dire aux gens, si vous avez un téléphone et que vous avez aujourd'hui 400 euros de budget, n'achetez rien. Restez avec votre téléphone. Vous ne ferez pas mieux avec un appareil photo à 400 euros.
Je pense que on doit cette vérité-là, en tout cas pour moi, au client. Par contre, effectivement, si on sent qu'on a quelqu'un qui va chercher à avoir plus de qualité, contrôler ses réglages, aller vers quelque chose d'un petit peu plus expert, là, on peut aller vers du compact expert, on peut aller vers de l'hybride, sans difficulté. Mais on peut pas occulter smartphone, c'est pas possible. Et est-ce que tu as, Ronnie, pour le coup, des exemples de questions insolites, un peu rigolotes qu'on aurait pu te poser au fil des années? Alors, des questions, j'avoue que pas forcément, parce que en réalité, je me dis que chaque question, et même quand j'y ai réfléchi, je me dis peut-être celle-ci, peut-être celle-là. En fait, chacune va avoir son contexte qui fait qu'au final, elle n'est pas si rigolote que ça. Après, c'est vrai qu'on a des situations. On a des situations où parfois on se fais-nous demande des si brefs de comptoir un peu. Ouais, on se demande si on n'est pas filmé pour une caméra cachée, quoi. C'est ce genre de choses. Pour donner un ou deux exemples, j'ai eu un jour, et ça va vous faire sourire, mais c'était mignon. Moi, je prends à cœur ce genre de situation. Un monsieur qui est rentré, un aveugle. Donc, tu dis déjà un aveugle qui vient dans un magasin de photos, c'est un peu bizarre. Et qui explique, donc qui veut acheter un appareil photo, et qui explique que, à défaut de voir les choses, il les ressent, et donc que il a besoin de quelque chose pour matérialiser ce qu'il ressent, et qu'après il a quelqu'un derrière lui à qui il explique ce qu'il a ressenti, qui récupère la photo et qui en fait quelque chose. Bah, c'est super. Alors, non mais de prime abord, tu te dis c'est farfelu, mais en réalité, comme tu dis, c'est super parce que tu essayes de comprendre et d'appréhender le gars, comment il gère la chose, et c'est assez incroyable. Moi, je me souviens, à l'époque, je faisais beaucoup de démonstrations d'appareils photo à la Fnac, pour ne pas les citer. Et je me souviens un jour, il y a un vieux monsieur qui s'approche vers moi, tout gentil, tout calme, avec une douceur extrême. Et puis, il me sort un compact numérique qu'on lui avait offert quelques semaines auparavant, et dans son autre poche il me sort une pellicule et il me demande tout gentiment: monsieur, excusez-moi, j'arrive pas à comprendre comment on met la pellicule dans l'appareil photo. Alors là, franchement, c'était super mignon. Du coup, j'ai pris 2 heures pour essayer de lui expliquer ce qu'était la photo numérique. Mais des fois, voilà, on part de très très loin, et faut pas se moquer. Au contraire, faut savoir expliquer avec des mots, mots simples. C'est ça notre travail, c'est ça la différence. On parlait tout à l'heure d'Internet, c'est l'humain. T'as en face de toi quelqu'un, tu sais pas qui il est, tu sais pas ce qu'il a fait, et c'est la première chose que nous on s'apprend entre nous, parce que c'est vrai qu'on travaille en famille, on se donne les tips de père en fils, de frère en frère, etc. C'est la première chose, c'est que tu ne dois pas juger la personne qui est en face de toi. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive en guenille et qui au final est un expert et qui va te poser des questions de fou et t'acheter un matériel d'un prix que tu n'aurais jamais imaginé. Et à l'inverse, tu peux te retrouver à avoir le contre-pied total. Donc la première chose, c'est le client qui est en face de soi. Il faut respecter et écouter tous ses clients. C'est pour ça que ces questions, c'est donc pour ça que j'ai pas vraiment d'exemple farfelu outre mesure que celle-ci. Voilà. Bon. Alors, on a réalisé à la fin de l'année dernière donc des guides d'achat des meilleurs boîtiers et optiques pour l'année 2021. Entre-temps, l'offre de produits a assez peu évolué, et finalement, ces guides sont toujours d'actualité. Donc, pour ceux que ça intéresse, nous vous invitons à aller les écouter. Par contre, aujourd'hui, on va essayer de tenir compte de la situation actuelle, avec ce souci de pénurie. On va essayer d'être pragmatique et de conseiller des produits, des configurations qu'il est réellement possible de se procurer. L'idée est de vous proposer des suggestions de kits boîtiers et optiques si vous envisagez de vous faire plaisir pour cet été, avec un budget relativement raisonnable, dans la mesure du possible, sous la barre des 2 000 €, ce qui est déjà un assez beau budget quand on veut se faire plaisir pour cet été. Et on va commencer avec les hybrides équipés de petits capteurs, de capteurs micro 4 tiers donc, et APS-C. On va démarrer avec le micro 4 tiers. Ronnie, qu'est-ce qu'on peut s'offrir en micro 4 tiers comme kit pour se faire plaisir et qu'on peut vraiment trouver en magasin? Aujourd'hui, moi, je te parlerai du GX9 chez Panasonic, par exemple, qui est une configuration qui plaît bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Alors, comme beaucoup de conseils, et c'est vrai que tu parlais d'optique, et c'est peut-être ça qui est le plus important, parce qu'au final, en réalité, qu'on prenne un GX9, qu'on prenne un GX80, qu'on prenne un Olympus de cette même série, le boîtier, globalement,
pour ce que les gens en attendent, va faire le même travail. C'est vraiment l'optique que tu vas mettre dessus qui fera la différence. Et c'est vrai que c'est pour ça que, par exemple, nous, on a un kit qui marche bien et qui plaît beaucoup. Alors, temporairement en rupture, c'est pour ceux qui vont regarder juste après le podcast. C'est temporaire. Voilà, c'est vraiment temporaire. C'est un kit avec un 14-140 et un 25 mm 1.7. Donc, tu réponds à la fois à la polyvalence extrême pour, par exemple, les voyages et la focale fixe. Plaisir, avec voilà, une le focale portrait, lumineuse, le détail, exactement. Et ça vaut combien, ça? On est à 899 € avec les 2 optiques et le boîtier. Ok. Ouais, ça, c'est vachement bien. Mais là, tu as dit un truc super important qu'on rappelle dans tous les guides d'achat et qu'il faut marteler, c'est qu'avant de choisir un boîtier, il faut choisir un système. C'est ça. Et donc, il faut faire le tour de ses besoins au niveau optique et regarder un petit peu ce qui est disponible chez les uns et chez les autres. Mais ça, c'est ultra important. C'est ça qu'on essaye d'expliquer en magasin et qui est pas forcément simple. C'est que au final, la pire des questions que tu peux me poser, tiens, je reviens juste 2 secondes sur avant, c'est bonjour, je cherche un appareil photo, qu'est-ce que vous me conseillez? Et c'est tout, ou quelle est la meilleure marque, ou ce genre de questions-là, qui au final, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, quoi. Je veux dire, tous les systèmes sont bons, soyons très clairs, il n'y a plus de mauvais appareils photo, il n'y a pas beaucoup de mauvais objectifs. Donc après, c'est juste d'essayer de piocher les informations sur l'usage, sur ce que la personne veut en faire, les conditions d'utilisation. Et nous, on a cette hauteur, si je puis dire, de connaître les boîtiers, aussi l'écosystème, là où le consommateur, pas forcément. Et c'est pour ça que c'est pas anodin et c'est pas inédit que à 2 personnes d'intervalle différents en clients reçus en magasin, avec un budget équivalent, on peut conseiller 2 produits qui n'ont strictement rien à voir. En tout cas, pour le choix de ce système, ceux qui seraient potentiellement intéressés sur le format micro 4 tiers, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette saison. Et il y a une émission qui est entièrement dédiée au système micro 4 tiers. Ok, Benjamin, tu aurais une alternative peut-être à proposer au Lumix GX9 ? En micro 4 tiers, oui, j'en ai 2, moi. Il y a un boîtier que j'aime beaucoup en micro 4 tiers, mais là, Ronnie va peut-être me dire il n'y a pas. Le G90, qui est le petit frère du G9, avec un écran rentable dans toutes les directions, protégé contre les intempéries. Donc, il répond à pas mal de besoins qui sont en général réservés à une clientèle experte, à un prix qui est vraiment très raisonnable, puisque là, on est dans la fourchette. On peut le trouver en kit avec le 1260, ouverture glissante. C'est pas le 1260 Leica f2.8.4, c'est le 3.5-5.6, mais qui est quand même un bon objectif. Oui, tout à fait. Voilà. Et sinon, parce qu'il faut quand même les citer, nos amis d'OM System, Feu Olympus avec le M5 Mark III, qui est un boîtier que j'aime beaucoup à titre perso. Et là, pareil, on peut lui adjoindre plusieurs zooms transstandards plutôt efficaces. Là, en termes de système de choix optique, le micro 4 tiers, on ne peut pas vraiment se tromper. On l'a dit et redit, tu l'as cité Arthur dans nos émissions sur le micro 4 tiers ou le GH6, c'est un système qui est très vaste. Ok, donc voilà pour cette première proposition autour des hybrides micro 4 tiers. On augmente un tout petit peu la taille du capteur et on s'intéresse maintenant aux hybrides équipés de capteurs au format APS-C. Ronnie, qu'est-ce qu'on peut trouver et avec quoi on peut se faire plaisir ? Eh ben, là, la question, elle va être vite répondue, comme on dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as plus ou moins. Il n'y a pas grand-chose. C'est un clin d'œil à notre ami Stéphane Couchou, pour ceux qui n'ont pas la ref sur cette citation. Bref, chez Sony, Lilian disait tout à l'heure, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas d'A6100, il n'y a pas d'A6400, il n'y a pas d'A6600, il n'y a pas de ZV10. Alors, je dis ça à aujourd'hui. On espère, là je reste mesuré parce que encore une fois, on est sûr de rien, mais on espère que d'ici cet été, sur l'une ou l'autre de ces références, il y aura une reprise. Auquel cas, voilà, le 6400 peut être une bonne alternative. Sinon, si je réponds à ta question et je dis aujourd'hui, moi je conseillerais le XS10 de chez Fuji. Très bon boîtier, belle prise en main, capteur stabilisé, écran orientable, une ergonomie, même pour les débutants, assez simpliste par rapport à ce qu'a un petit peu l'habitude de faire Fuji, qui est plus destiné aux experts. Et on trouve le kit avec le fameux 1855 2.8.4, qui est aussi très très bon, et on est à moins de 1500 €. Et sinon avec le 1680 F4, un peu plus difficile à trouver, et on est aussi à moins de 1500 €. Donc voilà, moi dans cette tranche-là, c'est mon choix. Oui, puis on peut ajouter le XT3, qui est un super boîtier, on parlait tout à l'heure, chez Sony, l'Alpha 7 III. Pareil, le XT3, c'est un boîtier qui commence à dater un petit peu, qui a certes pas la stabilisation intégrée, néanmoins, en kit avec le 1855 que tu as cité, f2.8.4, qui est une excellente optique, qui est protégée contre les intempéries aussi, ça reste un boîtier formidable, qui a le même capteur
que le XT4 et que le XS10 que tu as cité. Donc moi, j'irais plutôt là-dessus. Chez Nikon, le petit ZFC est sympathique aussi. Ouais, c'est vrai, sympathique. C'est juste la construction qui est peut-être pas assez ambitieuse. En tout cas, là, on vient de parler du XT3. Néanmoins, il séduira les jeunes. Enfin, moi, au moment où je le testais, je l'ai trouvé très beau, moi, quand il est sorti, quand il a été annoncé ce boîtier. Ouais, disons que le côté rétro va séduire pas mal de gens, donc pourquoi pas. Et l'ergonomie est pas mal foutue. Voilà, la seule petite limite, si je devais en citer une, c'est à aujourd'hui en tout cas, mais tout à l'heure t'en parlais dans le Flash Info, c'est de moins en moins vrai, c'est l'écosystème optique. Oui. Pour ceux qui démarrent en optique dédiée à PSC, c'est vrai qu'il n'y a pas un choix qui est aussi large. Voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt mis le XS10 devant, mais le ZFC est super. Alors c'est vrai, en monture Z, on va juste rappeler que c'est une monture commune en monture DX, FX, c'est-à-dire qu'il y a les Z plein format dont on parle beaucoup, mais le ZFC partage exactement la même monture. Donc on peut monter des optiques Z plein format dessus. Tout à fait. Par contre, ça va être disproportionné à la fois en termes de prix et à la fois en termes de gabarit. En attendant, on pourra quand même le faire et mettre des adaptateurs du coup et monter ces anciennes optiques DX ou FX réflexe dessus. Mais la gamme est en train de s'étoffer puisqu'il y a un 18-140 qui est sorti, il y a le petit 40, il y a le petit 28, donc ça va petit à petit. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, peut-être que dans 6 mois, j'aurai un autre discours. À l'instant T, voilà, je me dis qu'en plus, avec l'arrivée des optiques Sigma chez Fuji, ça offre un petit truc en plus. Voilà. On continue avec la catégorie reine des hybrides. Alors, ça va être de plus en plus dur de rester sous la barre des 2000 €. Donc, c'est les modèles équipés d'un capteur au format 24-36 mm. Pour cela, on vous propose d'écouter le témoignage d'un journaliste spécialisé, Louis Royer, qui travaille pour le magazine en ligne Les Numériques et qui a en charge les tests d'appareils photo. Il nous donne ses recos. On l'écoute. Alors, pour commencer, ouais, c'est vrai qu'entre 1000 et 2000 €, on commence à avoir beaucoup d'hybrides 24-36 surtout. Donc, c'est vraiment bien pour se lancer dans la photo, pour se perfectionner, pour avoir des photos de qualité supérieure à ce qu'on peut avoir sur un smartphone et vraiment s'essayer à des photos très polyvalentes, à des jolis portraits ou de la photo de rue ou je ne sais quoi. Et là, il y a quand même un marché qui est de plus en plus conséquent. Donc, on pourra penser, pour ceux qui aiment bien la compacité, à des Sony Alpha 7C qui sont sous les 2000 € nus ou un peu plus avec un kit et qui sont des 24-36 stabilisés en plus, qui rentrent presque dans la poche. Sinon, du côté de chez Nikon, on trouve des Z6 ou des Z5 qui sont des appareils ultra performants, qui ont un look de petits réflexes en plus, qui ont vraiment un look pro et qui ont une prise en main très agréable et qui sont vraiment très très efficaces et qui tournent autour des 1500 € nus, voire un peu plus avec un kit. Et c'est vraiment intéressant. Sinon, même sous les 1000 €, il y a Sony qui commercialise encore des Alpha 7 II. Alors, ils ont presque 7 ou 8 ans des fois, mais ils restent encore très performants. C'est des capteurs de 24 mégapixels stabilisés qui, franchement, aujourd'hui encore, font un excellent travail. Après, chez les 24-36, on peut vraiment se permettre des folies maintenant. Il y a des boîtiers à 2500, 3000, 4000, 5000, 7000 €, des trucs vraiment exceptionnels. Le dernier Alpha 7 IV, qui est vraiment un appareil ultra polyvalent, autour de 2800 €, voire 3000 en kit. Là, vous faites très, très plaisir. Mais vous avez un appareil vraiment tout terrain et parfait pour toutes les situations. Mais c'est sous condition, effectivement, encore de disponibilité, parce que réflexe comme hybride, on est face à un marché qui est complètement bouché, puisque c'est très dur de s'approvisionner maintenant en produits neufs, même des fois des produits qu'on pensait pas très demandés, comme des réflexes d'entrée de gamme, qui pourtant sont en rupture de stock parce qu'il manque des pièces. Je l'aime bien, Louis. Je trouve qu'il parle très très bien des produits. Il donne envie. Ronnie, dans tes stocks, t'as quoi en hybride 24-36 à conseiller? Qu'est-ce que j'ai? Alors, on peut rajouter. Alors, la liste qu'a fait Louis est effectivement bonne. Après, c'est vrai que par exemple l'Alpha 7C, bon, c'est compliqué. C'est comme ceux que j'ai cités précédemment. Il y en a pas. Il y en a pas. Ouais. Voilà. En plein format, je te rajouterais peut-être le S5 de chez Panasonic, qui en plus de ça a une offre une ODR de 200 € là, qui démarre ou qui a démarré hier ou qui démarre aujourd'hui, je sais plus. Donc ça peut permettre d'avoir à 2000 € avec un objectif de kit en 20-60, 3.5-5.6, un peu plus avec d'autres optiques. Après, on peut aussi, parce que derrière les neufs dans les marques, chez Canon, chez Nikon, à part le Z5 qui a été cité, ou chez Sony, on va dépasser les 2000 €. Mais c'est exactement le cas. Dépassons un peu, c'est pas grave. Alors sinon, je vais dépasser, je te promets. Mais sinon, on va aller vers l'occasion, parce que justement, les arrivées des A7 IV font qu'il y a des A7 III d'occasion.
à des tarifs en dessous des 2000 euros. Les Z6 II, Z7 II, Z9 font qu'il y a des Z6 ou des Z7 aussi. On commence à avoir du Canon EOS R aussi arrivé d'occasion avec les R5, R6. Donc, bien regarder l'occasion. Et sinon, si tu me demandes de dépasser, aujourd'hui, allez, je vais difficilement pouvoir faire un choix arrêté, mais le R6, c'est un super bon rapport qualité-prix, vraiment. Mais là, on explose le budget pour le coup. Hein. Il m'a dit que j'avais le droit de déplacer. Il m'a dit que j'avais 500 balles. Mais on en a des R6, on en trouve des R6. Il en arrive, mais c'est du compte-gouttes. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas, on va en recevoir quelques-uns. Certains sont déjà prévendus d'avance, donc c'est touchy, mais ça arrive. C'est petit exemplaire, mais ça arrive. Bon, la 7.3 qu'on a encore, vraiment un best-seller là-dessus, pas de souci. C'est une super machine, la 7.3. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse progression, je le souligne, sur le Z6 de Nikon, qui est en train de trouver une vitesse de croisière, qui a un peu été plus lent à démarrer. Mais là, c'est vrai que l'avènement des Z, les sorties d'optique font que le Z6 II commence à avoir une vraie croissance intéressante. Les Z6 II, Z7 II sont d'excellents produits. Ils ont vraiment évolué de belle façon. Et justement, les gens qui se diraient, tiens, le Z6, il est pas cher, le Z7, il est pas cher. Juste attention à un point qui est quand même super important, c'est les cartes mémoire. Parce que les premières générations utilisent que le format XQD. Et CF Express, puisqu'il y avait des mises à jour. Mais enfin, ça, c'est quand même à savoir. Donc, quand vous regardez des produits qui datent un peu, entre guillemets, il faut quand même regarder aussi les supports de stockage. Et Louis, dans ses recommandations qui étaient excellentes, parlait des Alpha 7 II, des générations 2. Donc oui, il y avait la stable, mais attention, la batterie à l'époque, c'était pas top. Donc et monocarte aussi. Et monocarte, mais bon, ça monocarte, on va dire que c'est un peu moins grave, mais il faut regarder aussi l'autonomie sur les hybrides, c'est important. La visée électronique, ça pompe beaucoup, et les générations 2 d'Alpha 7, il faut prévoir un petit budget pour les batteries aussi, quoi. Voilà pour les hybrides, mais contrairement, je sens que Ronnie va froncer des sourcils, mais pour moi, il n'y a pas que les hybrides dans la vie. Les réflexes qu'on essaye de ranger dans la catégorie des antiquités ont encore beaucoup de choses à offrir. Je vous propose qu'on réécoute Louis Royer du magazine Les Numériques pour voir ce qu'il en pense. Alors, les réflexes, c'est un univers encore assez large et dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le premier produit auquel on pense quand on imagine un appareil photo un peu plus pro qui se diffère des smartphones. Et c'est vrai que les réflexes, il y a encore un gros marché, marché neuf, marché de l'occasion, et il y a encore pas mal d'attrait pour ce type d'appareil. Ils sont assez costauds, ils ont une très bonne autonomie, les viseurs optiques sont un peu plus naturels peut-être que les viseurs électroniques, et c'est sans compter avec le très gros marché d'objectifs encore disponible. Donc oui, acheter un réflexe en 2022, ça peut encore avoir du sens. Avec 2000 € tout compris, on a un beau budget et sur les réflexes 24-36 ou même les réflexes APS-C, on a pas mal de choix encore aujourd'hui, même si les hybrides ont quand même pris une large partie du marché. Donc par exemple, chez les réflexes neufs, on pourra facilement s'orienter vers un Pentax K3 Mark III par exemple en APS-C, qui est un peu le dernier des réflexes sortis, qui est un peu le sommet au niveau des capteurs APS-C. Sinon en 24-36, on pourra s'orienter vers des appareils un peu plus anciens comme des Canon EOS 6D Mark II ou des Nikon D750. Après malheureusement pour les 24-36, il n'y a plus vraiment de modèles neufs qui sont sous les 2000 €. Mais sinon après, ce qui est intéressant chez les réflexes, c'est encore le marché de l'occasion qui est très très conséquent. Et là, on va pouvoir vraiment se faire plaisir, c'est que même à 1000 €, on peut avoir un Nikon D750 ou un 6D Mark II, et c'est des appareils très performants encore aujourd'hui, même s'ils sont encore un peu anciens. Et là, à 1500-2000 €, on peut se faire plaisir en achetant un ou deux objectifs en plus. On a des objectifs type 24-105 f4 qui peuvent être très intéressants pour s'initier et qui sont pas si chers que ça, surtout si on se dirige vers l'occasion, ou alors encore des 24-70 2.8 qui peuvent être assez intéressants pour du 24-36. Après, dans le marché de la PSC, on a plein de petits objectifs type 18-55, mais qui sont en ouverture glissante et la qualité est pas toujours géniale, mais des fois on peut trouver des petits compromis avec des 18-135 ou des choses dans ce genre-là qui peuvent être assez pertinents pour bien se lancer dans la photographie. Et si on se fait plaisir cet été en démarrant dans la photo avec un 6D2, avec un 24-105 f4 série L, on est un peu le roi du monde quand même. On est très bien. Alors déjà, ne me mets pas dans la position de celui qui veut plus vendre des réflexes et qui a plus les réflexes, s'il te plaît. C'est toi qui l'as dit. Si on vient de tweeter là, c'est pas bon. Oh purée, ça y est, c'est grave. Heureusement qu'on va pouvoir revenir sur le replay. Non, blague à part, bien sûr que c'est une super chose. Après, attention, je vais peut-être modérer mon propos par rapport à tout à l'heure. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que bien sûr qu'on fait des super images, bien sûr que le 6D2 et en même temps que le disait Louis, j'y pensais, le 6D2, même le 5D en occasion, c'est des machines exceptionnelles et je ne pèse pas mes mots. Simplement, je dis aujourd'hui que lorsque on va investir pour un premier appareil,
on peut plus regarder que le fait de dire est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. On est obligé de regarder le parc optique à disposition aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir, et l'évolution qui va derrière. Parce que je te mets dans une situation où tu viens prendre un conseil et où tu pars avec un 6D, tu en es très content pendant 5 ans, tu reviens dans 5 ans et tu dis voilà monsieur, bonjour, vous m'avez vendu un 6D2, maintenant je voudrais l'évolution. Le vendeur en face de toi qui te dit monsieur, je suis désolé, il y en a plus. Il n'y a plus d'évolution. C'est arrêté. Ou des choses comme ça, où tu veux acheter un objectif et qu'on te dit désolé, les marques tiers sont arrêtées, ça a été retiré du catalogue. C'est cette position-là qu'on veut pas avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prévient. Ensuite, libre choix à chacun de faire son choix en son âme et conscience. Mais en tout cas, nous, on a donné notre opinion. Et donc, on peut pas avoir le reproche de dire oui, mais vous me l'aviez pas dit. Non, ça c'est sûr. Oui, c'est comme acheter un diesel en voiture finalement. Et Canon, il faut le rappeler, a arrêté officiellement la production d'optiques EF et EFS. Hein. On est bien d'accord. C'est officiel. Nikon, au moins, on est en connaissance de cause. Louis parlait du D750. On a eu au 1er avril le nouveau tarif Nikon qui nous a été communiqué en magasin. Et donc, on a le D750 qui a disparu. On a le D500, si je ne vous dis pas de bêtises, qui a disparu. Et on a les entrées de gamme, D3500 et D5600, qui ne sont plus au catalogue. Attention, je pèse mes mots, on peut encore en trouver pour des magasins ou des sites internet qui en ont en stock. Mais ce n'est plus commandable aujourd'hui. À titre perso, j'utilise toujours le D750 avec de vieilles optiques. Il faut rappeler qu'il date de 2014. Mais en termes de spec, ça reste un excellent boîtier. Ouais. Bon, voilà donc pour les réflexes. Pour terminer, est-ce que ça a encore un peu du sens d'imaginer investir dans un compact expert? Est-ce que ça existe encore les compacts experts? Oh là, Benjamin est d'accord. Je veux entendre Ronnie. Allez, on y va. J'en ai parlé un peu tout à l'heure hein, quand je parlais des smartphones. Bien sûr que ça existe encore, bien sûr que ça a encore une raison d'être. Et vous allez comprendre, je vais prendre peut-être un contre-pied au niveau de mon conseil que vous voyez pas venir. Alors évidemment, pour moi, il y a 2 réponses pour les compacts experts. La première, c'est celle du client qui a un appareil, un réflexe ou un hybride et qui veut avoir quelque chose dans sa poche de portatif autre qu'un iPhone qui fait des meilleures photos. Ça, c'est la première chose, c'est réglé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de produits comme avec Zoom, le RX100 chez Sony, version 6, version 7, la série des G chez Canon, G5, G7, G9, ou en focale fixe, GR3, GR3X chez Ricoh. C'est disponible tout ça en magasin, t'en as ? RX100 c'est disponible, les Canon G normalement oui, alors parfois il y a des petits trucs mais il n'y a pas de pénurie particulière, les GR de chez Ricoh, je viens d'en parler avec focale fixe, le 3 et le 3X c'est dispo, et après il y a effectivement le X100V chez Fuji aussi qui a une belle réussite, un poil plus gros mais qui a un super boîtier, et là c'est un poil plus difficile au niveau des dispos, faut pas faire le difficile sur les coloris, c'est-à-dire quand il y a du noir faut prendre du noir, quand il y a du silver faut prendre du silver, mais on arrive à en avoir. Donc ça c'est la première réponse. Et ensuite, moi, j'ai pas aujourd'hui de mal à conseiller du compact expert, et c'est là où vient venir le contre-pied. Parfois, pour certains clients, à la place d'un hybride ou d'un réflexe entrée de gamme. Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, naturellement, on va se dire, si j'ai un réflexe, en tout cas en théorie, je suis censé avoir une meilleure qualité qu'avec un compact expert. Sauf qu'aujourd'hui, si vous avez en face de vous quelqu'un qui, sur son réflexe, veut l'équiper uniquement d'un 18-55 de base, Louis en parlait, 3.5.5.6 d'ouverture par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui on peut garantir que même avec un capteur APS-C, avec un 18-55 3.5.5.6 de base fabrication plastique, est-ce qu'on fera une meilleure image qu'avec un RX100 ou avec un G7X capteur 1 pouce avec une belle optique derrière? Moi personnellement, ça se discute complètement. Je pense que c'est pas certain, au contraire. En revanche, on en revient à la qualité des optiques qui prime sur le reste. On est d'accord. Et donc à partir de ce moment-là, lorsque pour la personne, la volonté d'interchanger les objectifs n'existe pas à aucun moment et qu'elle n'en a pas envie, et que la compacité semble être un élément de choix, eh bien c'est là où je pense qu'on peut sans problème conseiller le compact expert. Voilà. Il a tout dit, Benjamin ? Ah, il a tout dit. Et vive les GR3, enfin vive les GR de manière générale. Non, je dis ça pourquoi ? Parce que c'est des appareils qui sont très décriés. Et méconnu, je te dirais, je te coupe, mais alors, pas forcément décrié, méconnu. Et souvent par des gens qui ne les ont pas utilisés, donc méconnus. Tu as raison de préciser ça, parce que effectivement, ils ont plein de défauts. Si tu regardes, il n'y a pas de viseur, la stabilisation est là, mais elle est hyper gourmande, l'autonomie est assez ridicule. Mais là, on est dans le plaisir. On est dans le plaisir pur et il faut les utiliser pour comprendre un petit peu et adhérer ou pas, hein, finalement. Il n'y a pas d'écran rentable, pas de viseur, je répète. Donc, sur le papier, ils partent de loin, ils ne sont pas donnés, mais il y a plein d'atouts. Le mode snap, du RAW DNG, une superbe optique, un très très bon capteur.
moi, oui, je suis convaincu. Et le Fuji X105, en tant que boîtier tout en un aussi, est une très belle solution qui contentera à la fois les réfractaires à la visée électronique, puisque le viseur hybride permet d'avoir une visée naturelle en direct. Donc, voilà. Télémétrique. Donc vive les compacts experts.